La politique économique de l'offre qui est menée par Emmanuel Macron depuis son arrivée à l'Élysée est-elle vraiment couronnée de succès comme le président le laisse entendre? Réponse avec vous, Franck Dedieu. Bonjour Franck. Bonjour David. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Pardon, je sais que vous êtes critique sur le bilan, mais juste sur la question du chômage. C'est une réalité dans l'absolu, le chômage a rarement été aussi bas en France. Il a baissé depuis 7 ans, le chômage, même s'il il est un petit peu remonté depuis quelques mois. Oui, vous avez raison. Le chômage était à 10,1% lorsque Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Et puis, un septennat plus tard, il est à 7,6%. Donc, il y a une baisse. On vous entend pas très bien, juste pardon. Ah. Vous parlez bien dans le combiné, c'est juste ça. Vous nous disiez, le chômage était... Mieux voilà, c'est mieux. Il était à 10% avant Emmanuel Macron, le chômage, c'est ça? Et aujourd'hui, on est à 7. 10,1%. Ouais. Il est désormais à 7,6%. C'est une baisse notable. Un écho qui est très... Alors peut-être qu'on va baisser le son chez nous. Pardon, on est en direct, on va baisser un petit peu le son, c'est ce qui fait peut-être de l'écho. Vous me disiez donc? Oui, excusez-moi. Donc on est passé de 10,1% à 7,6%. Donc il y a effectivement une baisse du chômage sous le septennat Macron. Mais notre approche est originale en ce sens qu'elle ne regarde pas la valeur absolue des grands agrégats économiques, c'est-à-dire l'évolution de la croissance, du pouvoir d'achat, de l'inflation, du chômage, de la dette. Notre approche est de regarder en relatif par rapport aux autres, par rapport à la moyenne européenne et par rapport à l'ensemble des pays qui composent l'Union européenne, les 27 pays. Et là, vous prenez la question du chômage, vous avez à bon droit dit que c'est pas si mal que ça. Il se trouve que le chômage a baissé de 2,5 points, mais dans la moyenne européenne, le chômage a baissé de 2,9 points en moyenne, si on prend la moyenne des pays de l'UE. Donc en fait, on s'aperçoit que même sur ce chapitre-là, eh bien, il se place en dessous de la moyenne. D'ailleurs, pour dire les choses plus simplement, il est au milieu. Il est 13e sur 27. La France, en ce qui concerne le chômage. Ça, c'est sur l'emploi. Si on regarde d'autres critères, Franck, il y a d'autres critères, évidemment. Il y a la croissance, le pouvoir d'achat, il y a l'inflation, il y a la dette, les inégalités. Et c'est ça qui est intéressant dans votre étude, qui est documentée. Encore une fois, rien n'est à charge. C'est documenté sur les chiffres, j'imagine, Eurostat ou... C'est Eurostat, oui. Et donc, vous avez regardé sur tous ces critères économiques qui sont importants. Et là, on se classe comment dans l'absolu et en relatif, évidemment, par rapport à nos voisins européens comparables? Eh bien, on se classe, si vous voulez, 22e sur 27, donc ce qui est tout de même en dessous de la moyenne. Au global Au global, oui, si on fait la somme des 6 critères. Donc, si vous prenez en considération tous les pays, vous apercevez que les pays qui arrivent premiers sont des pays qui sont plutôt en situation de recovery, de retour à meilleure fortune. Chypre est premier, la Grèce est premier parce que effectivement, vous parliez tout à fait justement du chômage. La Grèce, le chômage est passé de 23,5% à 10,6%. Donc le chômage est encore plus élevé en Grèce qu'en France, mais en revanche, il a beaucoup baissé. Notre approche, c'est une approche dynamique. Donc c'est vrai que quelque part, les pays qui ont eu un regain de meilleure fortune une fois la crise souveraine passée, s'en sortent plutôt mieux. À noter que l'Allemagne, par exemple, est parmi les dernières. L'Allemagne a un déficit de croissance manifeste, absolument manifeste, et en particulier dans l'industrie qui a vraiment suivi de plein fouet l'envolée des prix de l'énergie. Donc vous avez... Mais où est-ce qu'on est, pardon, où est-ce qu'on est, juste, Franck, où est-ce qu'on est, sur quels critères est-ce qu'on est bien placé? Est-ce que sur le pouvoir d'achat, oui. Le quoi qu'il en coûte, est-ce qu'au moins sur le pouvoir d'achat, on est bien classé? Ben non, le pouvoir d'achat, il a augmenté de 6,8%, donc vous pouvez dire c'est pas si mal, mais en fait on est à la moyenne, puisque la moyenne européenne est à 7,8% de hausse du pouvoir d'achat. Et sur la dette, c'est intéressant de le comparer à la dette? Alors la dette, là pour le coup, la France se classe dernier, puisque on a en point de dette, notre dette a augmenté de 12,6 points quand elle a baissé dans la moyenne de l'UE. Vous voyez ?
Donc, et des pays, par exemple, qu'on brocardait un peu comme Club Med, comme l'Italie ou l'Espagne, ont tout de même un niveau de dette élevé, mais la dynamique est plutôt tenue. En fait, vous me posez la question du pouvoir d'achat, de la dette et du chômage. En fait, Et de l'inflation, tout ça est lié aussi. Hein. Alors, l'inflation, en revanche, on est plutôt parmi les meilleurs. C'est-à-dire qu'en France, il y a eu au cours du septennat une augmentation des prix de 20,7%, alors que dans la moyenne européenne, c'est 26,5%. Donc, on est plutôt parmi les meilleurs dans la lutte contre l'inflation. Mais ça a coûté cher aussi, ça a coûté cher aux finances publiques. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, tout cela est assez lié. À l'aune de ces chiffres, il est permis de dégager deux grands choix de politique économique qui ont été faits par Emmanuel Macron, sachant que tout de même, et peut-être j'aurais dû commencer par ça, si vous voulez, il y a des grands choix de politique qui ont été faits, celui de la politique de l'offre, celui de la dépense publique très élevée, puis enfin, depuis quelque temps, un début d'austérité ou du moins de cirage serrage de vis. C'est très récent parce qu'on est à 5,5% de déficit public, donc pour l'instant l'austérité on la voit pas. En fait, vous avez quand même, je veux vous dire que vous avez quand même les États européens qui économiquement suivent avec des timings différents, avec des amplitudes différentes, mais globalement il y a une convergence des politiques. Il n'y a pas des politiques qui ont dit non, on ne fait pas le quoi qu'il en coûte, même les Allemands, etc. Mais en revanche, il y a peut-être, si on a une approche un peu relativiste, il y a deux choix qui ont été faits par Emmanuel Macron. Le premier, c'est celui de la lutte contre le chômage. Il a voulu, et là, de ce point de vue-là, c'est plutôt pas mal, parce que si vous voulez, 2,5 points de baisse qui est à peu près dans la moyenne, c'est plutôt un score qui est assez honnête. Mais, si vous voulez, ça a été fait par une politique de l'offre, une politique des ordonnances travail, c'est-à-dire de moins de protection du pouvoir d'achat du salarié, et vous retrouvez un pouvoir d'achat qui est quand même assez entamé, et aussi les critères des inégalités, où les inégalités ont légèrement augmenté si on prend en considération l'indice de Gini. Je ne reviens pas sur sa définition. Mais les inégalités ont un peu augmenté en France quand elles ont plutôt un peu baissé dans la moyenne de l'Union européenne. Certes, les pays étaient déjà plus inégalitaires, donc c'est plus facile de baisser les inégalités quand vous êtes déjà très inégalitaire. L'inverse est vrai pour la France. Quand vous êtes un pays plutôt égalitaire, c'est difficile de faire baisser les inégalités. Mais tout de même, il y a cette politique-là. Premièrement, lutte contre le chômage qui a entraîné un déficit de croissance et un pouvoir d'achat qui a été pas extrêmement bon. Deuxième choix politique qui se distingue un peu des autres, c'est celui de se dire, voilà, nous on va lutter contre l'inflation parce qu'on va défendre d'abord notre industrie, parce que l'augmentation du prix de l'énergie pourrait entamer notre compétitivité, et puis parce qu'il y a tout de même les Français, je dirais, ont une tendance à, si vous voulez, lorsqu'il y a l'augmentation des prix, il y a des précédents avec les gilets jaunes, ça a été beaucoup lié à des inflations de prix, à des hausses de prix. Et donc il a décidé de lutter contre l'inflation, mais il l'a fait en fait par l'intermédiaire des chèques, c'est-à-dire en augmentant la dette. Donc il y a, notre approche elle est intéressante en ce sens qu'il y a des liaisons qui sont faites entre deux politiques, celui de la baisse du chômage qui a eu lieu, mais qui s'est fait au prix d'une croissance et d'un pouvoir d'achat un peu entamé, ou du moins pas moins bon que ceux des voisins, et deuxièmement une lutte réelle contre l'inflation qui a plutôt marché, puisque nous avons mieux... C'est là où on est les meilleurs, l'inflation. Voilà, mais ça s'est fait au prix d'une augmentation de la dette. Ça s'est pas fait par une espèce de capacité géniale des Français ou d'Emmanuel Macron à lutter contre la hausse de l'inflation. Ça s'est fait par un choix qui est celui d'augmenter la dette, et dans un univers qui est en déficit de croissance, eh bien vous avez un taux d'endettement qui est amené à monter. Donc après, on peut discuter ces choix-là en se disant
l'équilibrage est une réussite. L'équilibrage n'est pas une réussite. Mais en vérité, c'est ça qui se distingue de la politique économique du septennat et qui, je dirais, ça a été une démonstration assez empirique. C'est-à-dire c'est une fois qu'on a eu ces chiffres-là, qu'on a vu le lien entre les agrégats et que se dessinait finalement la hiérarchie des choix opérés par la politique économique du gouvernement. Et donc, bilan, à vous écouter, bilan économique à relativiser quand on se compare à nos voisins européens. Voilà, exactement. Donc effectivement, il y a eu une baisse du chômage qui était quand même une sorte de boussole pour tous les gouvernements depuis des années. Rappelez-vous cette fameuse inversion de la courbe de chômage qui était de François Hollande. Il a eu lieu, mais il a eu lieu dans des proportions un peu moindres que les autres pays. Et donc, si vous voulez, par rapport à l'Allemagne, on peut se dire que on est au-dessus parce qu'on a fait de meilleurs résultats que l'Allemagne, mais on est au-dessous de plusieurs pays. Voilà donc pour ce bilan économique signé Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Signé Eurostat. Ah oui, pardon, Eurostat. Oui, alors c'est Eurostat la source, sauf pour le coefficient de Gini sur les inégalités. Et puis, je n'ai fait qu'être le porte-parole, grâce à vous, d'un article signé par Sébastien Grob. Ouais. Ce que j'ai appris en tout cas aussi, c'est que sur les inégalités, je ne pensais pas qu'on serait aussi mal classé. On est dans les derniers en Europe, en termes de réduction des inégalités. Oui, mais si vous voulez, encore une fois, quand vous êtes un pays très inégalitaire, eh bien, vous pouvez... c'est en dynamique, ben oui. Notre approche est en dynamique. Oui. Je ne suis pas en train voilà, il faut le dire, c'est tout l'intérêt de notre approche. Elle est en dynamique, donc les inégalités ont petit peu augmenté. La France reste un des pays les plus égalitaires après transferts sociaux, après répartition. Voilà. Donc, mais en dynamique, sur 7 ans, ça s'est dégradé. Voilà. Alors que dans l'Union européenne, ça a plutôt baissé. Alors très peu, attention. L'Union européenne n'est pas devenue socialiste et la France n'est pas devenue un pays hyper libéral. Mais en vérité, il y a quand même, si vous voulez, en gros, l'idée d'Emmanuel Macron, lorsqu'il prend le pouvoir, d'une adaptation aux règles et aux exigences de la mondialisation et de l'Union européenne, de ses lois, conduit fatalement la France à éroder un peu ses spécificités sociales, pour, je dirais, converger vers des pratiques, je dirais, de l'Union européenne qui finissent par être indifférenciées les unes des autres tout de même. Cette enquête fait partie. Oui. Et cette enquête fait partie, je le précise, on le voit à l'antenne, de votre une et sur les secrets du septennat Macron. Voilà, absolument. Donc, il y a un papier sur les coulisses et puis il y a un papier sur les agrégats. Donc, il y en a pour tout le monde. Voilà, à lire tranquillement ce week-end dans Marianne. Merci beaucoup, Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction hebdomadaire. Salut. Merci, au revoir.